Alors bonjour et bienvenue ou re-bienvenue à ceux et celles qui étaient déjà à l'Assemblée générale qui a précédé cet événement. Donc, le panel qui suit va se dérouler en français, mais bon, avez-vous vous intéresser? Donc, la traduction simultanée en anglais est disponible. Donc, so if you wish, you can activate English translation in your Zoom toolbar. Donc, le réseau de recherche en économie circulaire du Québec est heureux d'organiser une session WCEF 2024 Studio dans le cadre du Forum mondial de l'économie circulaire qui se déroule en ce moment même à Bruxelles, et donc jusqu'au 18 avril. Et donc, bon, le but de ce WCEF, c'est de présenter des initiatives d'économie circulaire partout dans le monde. Donc, nous, on est fiers, en tant que réseau de recherche en économie circulaire du Québec, donc le REC, de vous présenter un panel aujourd'hui qui va porter sur les feuilles de route vers une économie circulaire québécoise. Donc, une feuille de route vers une économie québécoise circulaire. Donc, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'une feuille de route en économie circulaire? C'est tout simplement de mettre, en fait, un chemin vers une vision de l'économie circulaire, et de mettre aussi d'organiser, en fait, les différents jalons à parcourir sur ce chemin et d'identifier les actions et les initiatives qu'on doit mettre en place là, pour, bien sûr, atteindre cette vision. C'est ce qu'on appelle une feuille de route. Donc, au Québec, on a plusieurs initiatives de feuilles de route là, qui se déploient actuellement. Et donc, autant au niveau gouvernemental qu'au niveau municipal ou régional. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir plusieurs panélistes qui vont nous présenter leur propre démarche de feuille de route québécoise en économie circulaire. Et on poursuit en fait trois grands objectifs avec ce panel-là aujourd'hui. Donc, le premier, c'est de vous présenter, bon, les différentes approches possibles en matière de feuilles de route en économie circulaire. Bon, celles qui sont en cours d'élaboration, parce qu'il y en a qui sont à démarrage, il y en a qui sont plus avancées, puis celles qui ont aussi, qui sont en déploiement de cette feuille de route-là. Et comme l'économie circulaire demande une cohésion et une concertation entre les différents acteurs, ben, c'est important aussi que ces feuilles de route-là ne soient pas isolées l'une de l'autre. Donc, un des objectifs aujourd'hui, c'est de regarder dans quelle mesure on pourrait créer des maillages entre ces différentes feuilles de route-là, comment on pourrait se concerter également. Et bien sûr, ben, pour l'ensemble des personnes qui assistent autant en présentiel qu'en ligne à cet événement, ben, c'est d'offrir peut-être une vision sur les meilleures pratiques en matière d'élaboration d'une feuille de route. Et puis, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en œuvre pour assurer cette transition-là et la mise en œuvre d'une feuille de route. Donc, en espérant que ça puisse être utile à d'autres acteurs qui voudraient éventuellement aussi élaborer et déployer une feuille de route en économie circulaire. Donc, voilà pour l'objectif de ce panel, donc, qui est d'une durée d'une heure aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos panélistes. Donc, nous avons des panélistes en présentiel et des panélistes en ligne. Donc, je vais débuter par Marlibel Ochoa Miranda, qui est chargée de projet au REC. Donc, le REC, c'est le réseau de recherche en économie circulaire du Québec. Et Emmanuel Rofflet, qui est professeur à HEC Montréal et qui est également co-titulaire du REC, qui vont nous présenter la démarche de feuille de route participative pour la société québécoise qui est menée par le REC, justement. Nous avons également en ligne Natacha Beauchesne, qui est commissaire au développement économique et responsable de l'économie circulaire à la Ville de Montréal, qui présentera le projet de feuille de route montréalaise en économie circulaire, bien entendu. Nous avons également ici en présentiel Charles-Éric Bernier, qui est directeur de l'environnement à la communauté métropolitaine de Québec, qui abordera la démarche tout juste amorcée, à l'échelle du territoire de la communauté métropolitaine de Québec. Et finalement, nous avons Vincent Lusignan, qui est directeur général de Synergie économique Laurentine, qui parlera de leur stratégie régionale en économie circulaire. Donc, voilà pour nos invités, et je les remercie d'être présents aujourd'hui. Nous sommes fort choyés de vous avoir. Et donc, je vais d'abord inviter les intervenants à nous présenter en quelques minutes, 4 minutes chrono. Donc, simplement, et je mets en gras, leur démarche de feuille de route pour mettre la table. Puis ensuite, on aura une discussion d'une trentaine de minutes où on croisera nos regards là, sur ce que vous avez réalisé et ce qui s'en vient pour vous. Donc, pour lancer le bal, j'invite Maribel à présenter la feuille de route qui est coordonnée par le REC. Maribel? Merci, Marc. Je mets la présentation ou c'est déjà... Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, on la voit, Maribel.
Pardon, merci. OK. Marie-Belle, il faudrait que tu le mettes plein écran, s'il vous plaît. Ay, pardon. Il faut que tu changes mode présentateur à mode plein écran. C'est bon? Génial, merci. Merci à vous. Merci, OK, merci beaucoup pour cette opportunité de partager les principaux aspects de ce projet intitulé Feuille de route pour la transition vers une économie circulaire de la société québécoise à l'horizon 2050. En effet, c'est un projet piloté par le réseau de recherche depuis février 2023, dont la première phase de 3 étapes se déroule jusqu'en novembre de cette année. Pour entrer rapidement dans le sujet, l'objectif de ce projet est de créer un processus engageant avec une approche prospective, systémique et participative qui nous permettra de dégager une vision collective d'un Québec circulaire en 2050 et de tracer au moins un chemin de transition co-construit pour guider les actions des parties prenantes sur le terrain. Au final, ce projet est motivé par la question de comment accélérer la transition vers plus de circularité dans l'économie va renforcer notre capacité à imaginer et à créer ensemble un futur como circulaire souhaitable dans un contexte incertain. Pour le réaliser, nous avons choisi d'appliquer la méthode prospective de chemin de transition, que c'est une méthode qui est née à l'Université de Montréal. Cette méthode prend en compte une diversité de savoirs académiques, de terrain et même citoyens et a déjà été testée sur 3 autres défis de la transition écologique à l'échelle provinciale, le défi territoire numérique et le défi alimentaire. Cette approche a été choisie parce que le passage à un modèle économique différent nécessite des changements si profonds qu'il faudra au moins une génération pour les mettre en place et ne seront pas durables sans une transformation informée, débattue, mais surtout une transformation choisie. Dans cette optique, pour arriver à une proposition de feuille de route, nous suivons 3 étapes. L'étape 1, qui s'appelle Futur possible, vise à ouvrir nos champs de vision pour explorer ce que nous pouvons déjà anticiper comme futur possible. Se concentre sur la recherche de constats, de tendances et de questions non résolues dans l'économie circulaire québécoise afin de co-construire avec des spécialistes un diagnostic prospectif qui nous permet d'élaborer des scénarios futurs. Cette étape a été déjà réalisée au cours des premiers semestres 2023. Une fois ces scénarios construits, ils sont transformés en histoires courtes qui représentent des évolutions possibles et constituent la base de l'étape 2, qui s'appelle Futur souhaitable. Ici, à travers des ateliers d'exploration du futur ouverts au public dans lesquels ces histoires sont utilisées comme éléments déclencheurs de discussion, on identifie les éléments souhaitables à concrétiser dans une vision collective pour 2050 qui équilibre aussi les points de tension anticipés dans ce futur circulaire. Cette étape s'est déroulée aussi à l'automne 2023, l'année passée. Et la 3e étape, intitulée Chemin, réservée à nouveau aux spécialistes, vise à co-construire une ou plusieurs trajectoires qui serviront de lien entre la situation actuelle et le futur souhaité, en identifiant, reliant et positionnant dans le temps ce que nous appelons des jalons ou des résultats intermédiaires à attendre entre 2024 et 2050. Ces trajectoires permettront d'identifier par où commencer et nous guideront dans le temps en fonction de l'évolution du contexte mondial et local. Nous sommes actuellement à cette étape 3. En bref, ce projet, c'est un projet de mobilisation et de synthèse de connaissances, de co-création participative et de rencontres d'experts qui se développent de manière séquentielle et planifiée. Et à ce jour, il a mobilisé plus de 330 personnes de différents profils et régions de Québec et reste ouverte à la participation d'un plus grand nombre de parties prenantes. Merci beaucoup et on reste à votre disposition pour toute information supplémentaire. Je me doutais que... Ah, voilà. Donc, merci Marie-Belle, merci pour l'intervention. Maintenant, je vais céder la parole à Natacha Beauchesne de la Ville de Montréal. Bonjour, merci. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager un petit peu comment la Ville de Montréal entend, dans le fond,
comment procède pour la transition vers plus de circularité, parce qu'on pense vraiment que pour effectuer la transition, ben il faut la part des villes va être essentielle pour venir vraiment agir là où le marché puis l'écosystème ne peut pas agir seul. Donc, pourquoi une feuille de route? Ben, à l'instar des grandes métropoles, Montréal s'est doté d'objectifs ambitieux à atteindre en matière de transition écologique, que ce soit d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 ou encore le zéro déchet d'ici 2030. Puis pour y parvenir, on pense vraiment, la Ville de Montréal mise vraiment sur un virage vers une économie qui est plus verte, circulaire, inclusive. Donc, l'économie circulaire se retrouve ainsi intégrée dans les grands exercices de planification municipaux, que ce soit notre vision stratégique Montréal 2030, notre plan de gestion des matières résiduelles ou encore notre plan climat. Si je vous parle de la démarche montréalaise en économie circulaire, mais en gros, il y a 3 grandes étapes, il y a 3 grands volets qui forment un processus en continu et dont l'action se déroule en parallèle. Le premier volet, c'est tout ce qui est la notion de comprendre. Donc, d'où on part, c'est quoi les freins, les défis, les parties prenantes, etc. Dresser vraiment un état de la situation. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est la mobilisation de l'écosystème, car l'économie circulaire, ça se fait pas en silo. Puis notre troisième volet, c'est vraiment tout ce qui est l'action. Donc, comment on fait la mise en œuvre. Si on revient au volet de d'où on part, bien, le projet de feuille de route montréalaise en économie circulaire repose, dans le fond, sur des exercices de consultation qui ont été menés auprès de plusieurs membres clés de l'écosystème. Je dirais qu'il y a eu dans l'ensemble de toutes nos démarches plus de 500 personnes qui ont été consultées. Donc, il y a eu tout ce qui est la revue bibliographique, l'analyse des feuilles de route d'autres villes, certainement, mais aussi des analyses beaucoup plus propres à notre contexte. On a travaillé tout ce qui était la dimension de la gouvernance avec l'OCDE. On a fait des ateliers à l'interne avec nos employés. On a fait aussi une première analyse de flux de matière avec Circle Economy pour regarder 4 grands secteurs, quelles seraient les pistes, les opportunités. On a fait une mise à jour de la cartographie des initiatives en économie circulaire. Donc, tous des exercices qui nous ont permis d'identifier les principaux freins, les enjeux, les leviers, les opportunités, dans le fond, qui nous ont menés au projet de feuille de route qu'on a pu déposer, dans le fond, à l'hiver 2023 en consultation publique auprès de la population montréalaise. Ce qui est intéressant de cette feuille de route-là, c'est que c'est le premier document de planification de Montréal qui est spécifique à l'économie circulaire. Notre feuille de route s'adresse principalement à l'écosystème d'affaires parce qu'à Montréal, l'économie circulaire, elle est portée par le service du développement économique. Donc, elle s'articule autour de 4 orientations qui regroupent 13 priorités stratégiques et qui ont été élaborées, dans le fond, en fonction des différents leviers et outils municipaux dont la ville dispose pour pouvoir faciliter la transition puis la cohérence avec tous les différents documents là, de planification et les autres feuilles de route des autres paliers gouvernementaux. Nos orientations visent à faciliter la transition des entreprises vers l'économie circulaire, à agir sur les chaînes de valeur sectorielles prioritaires qu'on a identifiées comme le secteur du système alimentaire, la construction, les textiles, les plastiques, la mobilité et la logistique. On veut aussi prioriser certaines des stratégies d'économie circulaire qui sont porteuses pour l'économie montréalaise, mais qui des fois nécessitent plus de soutien pour être mises en place. Et naturellement, on est une grande métropole, on a un devoir d'exemplarité et de rayonnement de nos bonnes pratiques. Notre consultation nous a vraiment permis de passer d'une mobilisation de l'écosystème à tout ce qui est une adhésion. Il y a eu une grande participation, il y a eu plus de 100 mémoires de la part d'entreprises, d'organismes, d'accompagnement du secteur de la recherche qui nous ont été déposées, puis qu'il y a vraiment un large consensus qui s'est développé autour du cadre d'intervention de la feuille de route, dont le processus finalement aboutit à plusieurs recommandations. Donc, comme je le mentionnais au début de la présentation, dans notre processus vers la circularité, les volets se font tous en parallèle. On n'a pas attendu le dépôt d'un projet de feuille de route pour commencer à agir. Montréal, on soutient déjà une symbiose industrielle, Synergie Montréal, qui est une équipe qui accompagne, dans le fond, les entreprises pour redéfinir leur mode d'affaires, pour avoir un modèle d'affaires plus circulaire. La Synergie a déjà aidé plus de 2000 entreprises, réalisé plus de 300 Synergie, donc vraiment, ça va bien. On collabore aussi au Fonds en économie circulaire, qui est le premier fonds en économie circulaire au Canada, fondé par Fondation, puis en collaboration avec Recycle Québec, et une multitude d'autres
actions qu'on a fait. Ceci dit, pour nos prochaines étapes, ben là, on avait un projet de feuille de route. À court terme, la feuille de route finale va être adoptée dans les prochaines semaines. Montréal aussi, on vise à se doter d'un premier indice de circularité pour la métropole. C'est important de se mesurer. On va être la 2e ville au monde après Munich à se doter d'un tel indice. Celui-là aussi va être disponible début mai. Et si ça vous intéresse, il y a une session qui en parle un peu plus davantage dans le cadre du World Circular Economy Forum jeudi. Vous pouvez y participer. Et dans le fond, il y a ça. Puis la grande étape, ça va être de maintenant concrétiser ces beaux objectifs, ces belles orientations dans le cadre d'un plan d'action. Et c'est où est-ce que nous en sommes rendus. Je vous remercie. Merci, Mme Beauchesne, pour cette intervention. Donc, maintenant, je cède la parole à M. Charles-Éric Bernier de la Communauté métropolitaine de Québec. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Parfait. Première question qu'on peut se poser, qu'est-ce que la Communauté métropolitaine de Québec? C'est en fait un organisme de planification municipale. Ça regroupe 28 municipalités sur le territoire. Ici, donc, l'agglomération de Québec, MRC de Côte-de-Beaupré, Jacques-Cartier, l'île d'Orléans, mais aussi la ville de Lévis. On a des compétences, en fait, en termes de gestion des matières résiduelles, notamment aménagement du territoire, environnement aussi au sens un peu plus large, mais aussi développement économique. D'où est partie, en fait, l'idée de la stratégie d'économie circulaire. Depuis 1 an et demi environ, je vous dirais, on est dans un processus de consultation publique, processus qui a mené à l'adoption du plan de gestion des matières résiduelles 2024-2031, qui a été adopté tout récemment. Et lors des consultations publiques, ce qu'on a entendu beaucoup de la part autant d'organismes du milieu, des entreprises, de nos partenaires, c'est l'économie circulaire. En fait, c'est revenu systématiquement dans plusieurs interventions. Et donc, dans la 2e version du PMGMR, nous avons intégré ce défi-là, en fait, et il y a une action, en fait, qui vise à élaborer une stratégie d'économie circulaire sur l'ensemble du territoire. C'est une stratégie qui devait se développer lentement, mais sûrement début 2024, puis se poursuivre 2025, 2026, et ainsi de suite. Mais force est de constater que au cours de la dernière année, avec certaines discussions qu'on a eues avec les partenaires aussi, il y a plusieurs initiatives qui se mettaient en place aussi, des communautés de pratique, par exemple, aussi, différents projets qui interpellaient en fait la CM Québec. Et donc, une décision qui a été prise, en fait, d'aller de l'avant vers une stratégie d'économie circulaire. Parallèlement à ça, il y a aussi tous les éléments en lien avec la zone économique métropolitaine. Donc, plusieurs partenaires de la région au niveau économique se sont rassemblés durant la dernière année, en fait, l'année 2023, pour en fait mettre en place un plan d'action dans lequel on parlait notamment des chaînes d'approvisionnement, mais aussi de l'économie circulaire. Donc, les astres étaient quand même relativement bien alignés pour mettre en place cette stratégie-là. On peut proposer de faire une stratégie. Maintenant, comment s'y prendre? On a déjà des initiatives qui sont en marche au Québec, donc c'est quand même inspirant, même intéressant. Donc, la première étape, en fait, qu'on souhaitait mettre de l'avant, c'est rencontrer les partenaires du milieu. Donc, on a pris notre petit baluchon, on est allé à la rencontre de différents partenaires parce que on l'a mentionné en début, mais communication, concertation, bâtir un cadre de confiance, c'est ce qui peut nous amener très loin. C'est ce qu'on pense, en fait, là, comme communauté avec les différents partenaires. Donc, l'élément central, c'est bâtir un cadre de confiance. Puis comment on fait pour bâtir ce cadre-là? C'est d'aller rencontrer les gens, c'est d'aller leur poser leurs questions, de voir un peu quels sont les intérêts, quel genre d'initiatives ils ont mis en place et comment ils souhaitent faire les choses, mais aussi qu'est-ce qu'ils voient comme frein, comme défi dans leurs activités autant au quotidien que sur le plus long terme, finalement. Et donc, on est allé à la rencontre d'une trentaine de partenaires, donc que ce soit les chambres de commerce, que ce soit les organismes, les services de développement économique, le réseau de la recherche, bref, pour aller voir un peu qu'est-ce qui avait été mis en place. Donc, ce qu'on nous a beaucoup dit aussi, c'est l'importance d'avoir un portrait. Donc, pour savoir où on veut aller, il faut savoir d'où on part. Et dans la région, actuellement, il n'y a pas de portrait. Donc, la première étape, suivant les rencontres, donc, c'est d'aller récolter cette information-là, de colliger cette information-là, de la mettre aussi au profit de l'intelligence collective, de façon à ce que tous puissent s'approprier aussi ce que c'est l'économie circulaire. Donc, bref, d'avoir une compréhension commune, finalement, vers où on veut aller tous ensemble comme groupe.
Donc, l'idée étant ensuite de mettre en place une structure de gouvernance, donc d'avoir des partenaires aussi autour de la table. Puis c'est ce qu'on nous a dit aussi beaucoup ailleurs. Là, il y a déjà beaucoup d'expérience en la matière aussi. Puis ce qu'on nous a dit, c'est d'avoir une bonne représentativité au sein d'un groupe de travail, groupe aussi qui sera formé dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis l'objectif, c'est quand même d'arriver avec une stratégie quelque part au début de l'automne. Donc, vous voyez, on veut quand même aussi avancer rapidement. On veut se mettre en marche avec les partenaires du milieu parce qu'il y a clairement un momentum qui est en place actuellement. Et ensuite de ça, lorsque ce comité sera formé, lorsque le portrait sera quand même avancé, l'idée étant qu'on met les gens autour d'une table, on les invite à réfléchir aussi, à se doter d'une vision commune, de se doter d'objectifs tout le monde ensemble, de façon à ce que par la suite de ça, on puisse travailler avec le milieu municipal également pour que le Conseil de la CM Québec puisse adopter, en fait, quelque part à l'automne, une stratégie. Donc ça sera le premier volet, si on veut, de cette grande stratégie-là. Et par la suite, là, pour se mettre davantage en action, on pourra penser peut-être à des feuilles de route ou des plans d'action plus spécifiques. Ce boulot n'est pas encore déterminé, mais là, pour l'instant, on est plus à réunir les informations. Alors voilà. Merci beaucoup, Charles-Éric. Donc, Vincent Lusignan de Synergie économique Laurentide, c'est à vous. Bonjour. Vraiment, merci pour un honneur d'être là. Je m'éloigne un petit peu. J'aimerais, avant de vous parler de la feuille de route de cette démarche-là, je voudrais vous parler du mécanisme de financement qui est derrière, parce que c'est un peu particulier. On est en région. Dans le fond, c'est des régions administratives. On a un petit problème technique là, actuellement, comme vous pouvez le voir, avec un micro. Donc, on est toujours à la merci de la technologie. Vivement de technologie robuste et circulaire. Voilà. On passe des messages comme on peut. Je vais changer le micro en attendant, peut-être. Les joies de la technique. Tiens, voilà. Okay, je vais ça changer. Ah, c'est un beau plan, c'est un beau plan B. J'aime ça. Vous êtes très ingénieux, c'est bon. Mutualisation de ressources. Voilà. Donc, je voudrais vous parler, ça c'est mieux. Dans le fond, le mécanisme de financement qui est derrière notre feuille de route, parce qu'en étant une région administrative, cette feuille de route-là, elle est issue d'une entente sectorielle. Donc, les différentes MRC, on a 8 MRC dans le territoire des Laurentides, une ville MRC, et elles se sont jointes, elles sont fait front commun pour dire faisons un projet, une entente sectorielle en économie circulaire, conjointement avec des partenaires financiers, le MEIA et le MAMACH. Donc, on a un regroupement de différentes MRC. Pourquoi c'est un détail intéressant ou important, dans le fond? C'est parce que c'est une entente qui est à la fois des regroupements avec des intérêts très divergents. Il y a un plan de gestion de matières résiduelles dans ce cas-là. Dans notre cas, il y en a plusieurs. Il y en a de la CMM, le plan de gestion de matières résiduelles de Montréal, des plans individuels de chacune des MRC. Donc, on a vraiment une disparité dans cet écosystème-là et des intérêts aussi très divergents. Donc, des partenaires qui ont des intérêts globaux, le MEIA, le MAMACH, mais on a aussi des partenaires qui ont des intérêts très régionaux, territoriaux dans leur MRC. Donc, nous, notre feuille de route, c'est cette conjoncture-là. C'est un projet qui est de 3 ans, qui a été déposé, qui devait commencer le 1er janvier 2023 et qui a été officiellement annoncé 15 janvier 2024. Donc, on a une belle année qui s'est évaporée dans ce projet-là. Il y a 3 grandes phases. Donc, le portrait régional, dont il va être publié, rendu public dans les prochaines semaines. Je regarde la chargée de projet dans le fond de la salle, dans le fond, qui va venir, qui va être public. Et après ça, on a une feuille de route qui va venir et une phase d'activation. Donc, on a vraiment un désir de la part des partenaires régionaux de passer à l'action, d'avoir des résultats. Cette nuance-là, elle est vraiment importante au sens où c'est un mécanisme de financement dans les démarches, mais on a vraiment beaucoup de mobilisation territoriale, d'aller rencontrer les partenaires régionaux. On veut être beaucoup à l'intersection. Le message qu'on envoie,
c'est qu'on est à l'intersection entre l'environnement et le développement économique. Donc, il faut s'asseoir tous autour de la table, ensemble, et réfléchir collaborativement. C'est pas des contraintes environnementales, c'est pas nous qui portent les contraintes de répondre aux contraintes environnementales et aux priorités économiques. C'est que tout le monde ensemble, qu'on trouve ces intersectionnalités-là, puis qu'on en fasse des projets qui sont porteurs, structurants, mobilisants pour tout le monde dans la région. C'est vraiment une posture. C'est aussi un outil très fort, dans le fond, parce que tout le monde a dit, mais c'en est une priorité régionale. C'est sûr que ça vient avec des défis. Dans notre cas, on a 5 MRC sur 8 qui sont partenaires de cette entente-là. Donc, on a à la fois une vision régionale parce que le MEIE, le MAMACH ne discrimine pas, une vision régionale. Mais on a des acteurs, des partenaires qui, eux, ont des désirs d'action qui sont très spécifiques et qui sont très regardants des frontières les uns des autres. Donc, c'est vraiment un contexte de feuille de route qui est particulier, puis qui a ses défis. Mais on voit beaucoup ce désir-là d'avoir projet structurant, impact régional. Et je pense qu'on a un bon air d'aller. Donc, c'est un portrait-là qui va arriver dans les prochains jours. Puis après ça, on est je ne pourrais pas utiliser d'autres mots que sprint pour avoir une feuille de route parce que le temps est un peu contre nous. C'est-à-dire, ayons une feuille de route, on vise en juin d'avoir cette feuille de route-là pour après ça avoir une belle année et demie de passage à l'action. Il faut retomber à la table et dire, continuons sur cette lancée-là, puis allons mobiliser l'ensemble des régions, de la région des MRC qui restent. Donc, c'est pas mal le portrait du contexte régional dans les Laurentides. Je voudrais aussi ajouter, il a été mentionné Synergie Montréal, dans le fond, qui est un partenaire important. Synergie économique Laurentide, c'est une organisation similaire. Dans le fond, on fait des symbioses industrielles, on intervient sur le territoire. C'est des centaines d'organisations qu'on accompagne. C'est des accompagnements très sommaires, du passage à l'action pour des restaurants vers le compostage, qui semble assez évident pour certains, mais d'autres défis régionaux de comment c'est desservi, jusqu'à de l'accompagnement un petit peu plus élaboré en réflexion sur les modèles d'affaires et autres. Donc, on est vraiment un joueur régional, un OBNL régional important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup aux 4 panélistes pour votre présentation d'ouverture. Je pense que ça met bien la table là, pour la suite de la discussion. Donc, pour les 30 prochaines minutes, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter d'aller un petit peu plus loin dans les différentes facettes de vos feuilles de route, selon vos différentes perspectives également, bien sûr. Donc, en fait, Charles-Éric, je vais commencer par vous, si vous voulez bien. Donc, vous commencez votre démarche. Vous l'aviez bien présenté. Donc, en fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est quoi les premières questions qu'on se pose lorsqu'on veut élaborer une feuille de route? Puis, c'est quoi c'est quoi les solutions, en fait, c'est comment on souhaite y répondre, en fait, à ces questions-là. Donc, si je résume, c'est quoi les premières questions, puis comment on souhaite y répondre lorsqu'on commence l'élaboration d'une feuille de route? Les premières questions, je vous dirais, c'est surtout de s'interroger sur où est-ce que les partenaires puis où est-ce que la région est rendue. Donc, le défi qu'on a ici à Québec, c'est, je dirais qu'il y a beaucoup d'initiatives, en fait, quand même, là, mais les initiatives ne se parlent pas nécessairement entre elles. Donc, ce qu'on veut voir, c'est où est-ce que les gens sont rendus. On veut faire connaître aussi cet élément-là. On veut savoir jusqu'où les gens sont prêts aussi à s'investir comme entreprise parce que, je veux dire, aller vers une stratégie d'économie circulaire, il faut être prêt aussi à s'investir. Faut être prêt à changer ses façons de faire aussi. Fait qu'on veut quand même mesurer aussi si les gens sont prêts à aller jusque-là. On veut voir aussi est-ce que les gens, de façon générale, ou les partenaires, combien de temps sont prêts aussi à investir parce que on a déterminé qu'on souhaitait aller à une certaine vitesse. Maintenant, est-ce que cette vitesse-là correspond aux attentes des différents partenaires du milieu? Parce que c'est certain qu'on veut se mettre en action rapidement. On veut adopter une stratégie quand même assez rapidement. Dans notre cas, on parle d'environ 8 mois. Fait que c'est sûr que quand on dit ça, ça vient avec une échéance, ça vient avec un investissement en temps plus grand. Donc, c'est certain que les gens sont prêts quand même, je pense, à s'investir, mais il faut quand même qu'ils soient conscients aussi qu'il y a du temps à mettre. Fait que c'est de voir un peu comment eux sont prêts aussi à collaborer à l'ensemble de cette démarche-là. Il y a beaucoup de démarches aussi qui se font. Fait que la question qu'on peut se poser, c'est mais moi, comment je veux la faire? Je dis moi, en tant que communauté métropolitaine, il y a du bon dans ce qu'on entend aussi dans telle démarche. Mais moi, je l'ai fait comme ça, moi, je l'ai fait comme ça. Fait que là, c'est un peu de voir
quelle est ma réalité à moi, qu'est-ce que j'ai le temps de faire, qu'est-ce que faut que je délaisse un petit peu, puis qu'est-ce que je peux reporter à plus tard. Fait qu'il y a beaucoup cette question-là de savoir qu'est-ce que moi je dois garder, puis qu'est-ce qui est important pour mes partenaires aussi, puis comme communauté. Il y a beaucoup ce genre de départage d'informations-là aussi à faire dans le début du processus. Oui, effectivement, super intéressant. Donc, merci, c'est super intéressant, tout à fait. Puis ça met un peu l'entrée vers la Ville de Montréal. Donc, je me tourne vers vous, Natacha. Donc, vous, de votre côté, vous êtes bien avancé. C'est une démarche qui est élaborée depuis un certain temps déjà. Donc, la question que j'aurais le goût de vous poser aujourd'hui, c'est quel apprentissage transférable pouvez-vous tirer, en fait, de votre processus d'élaboration d'une feuille de route en économie circulaire? Et donc, quels conseils, finalement, on peut amener à d'autres organismes ou d'autres municipalités ou territoires qui désirent, en fait, mettre de l'avant une feuille de route? Bien, le premier conseil que je donnerais, ce serait d'oser commencer. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se freinent. Il ne faut pas laisser la perfection entraver le progrès. Puis, je pense qu'il n'y a pas de petites actions ou de petits plans, etc. Je pense que pour chaque entreprise, chaque municipalité, chaque territoire, le premier objectif, c'est vraiment de dire, bien, on commence puis on se lance. La prochaine chose que je dirais, ce qui est important, c'est de s'assurer d'avoir un leadership fort. Nous, on a pu compter sur un leadership fort au niveau municipal, mais administratif et politique. Ça, je pense que c'est important. Donc, si on est dans une entreprise, c'est de sa direction, etc. Je pense que c'est un ingrédient essentiel pour le succès. Travailler aussi beaucoup la gouvernance. C'est important. Nous, c'est le service du développement économique qui porte le mandat de la feuille de route en économie circulaire à Montréal. Donc, il y a une imputabilité, il y a un service responsable. Donc, il faut s'assurer, si on veut que ça avance, de bien asseoir la gouvernance dans le cadre de notre démarche. On parlait de mobilisation tout à l'heure. Je pense que c'est important, mais il faut aussi comprendre que la mobilisation, ça se fait en continu. Donc, pas penser qu'on les mobilise au début pour un petit atelier, puis que c'est fini, tu sais, OK, on écrit un plan, c'est fini. Je pense que si on veut vraiment avancer puis aller plus vite, il faut faire une mobilisation et ne pas sous-estimer surtout la mobilisation interne. Souvent, on va mobiliser les partenaires pour qu'ils travaillent avec nous, etc. Mais si on veut vraiment s'approprier, en tout cas dans le cas d'une ville, entre autres, l'économie circulaire, puis que ça fasse des changements, mais il faut que l'ensemble des services municipaux s'approprient l'économie circulaire, puis que ça puisse vraiment percoler dans l'ensemble des actions d'une ville. Autre enseignement, important de faire la planification et l'action en concomitance, à mon avis, de pas faire juste une phase de planification sans action non plus, puisque premièrement, on sait tous, souvent c'est long faire des exercices de planification, etc. Donc, il y a une urgence d'agir quand même, il faut quand même commencer. Fait que je pense qu'on peut déjà mettre en place, il y a des actions qu'on sait déjà qu'on peut mettre en place. On a tous aussi des moyens limités, que ce soit des ressources financières ou humaines, donc de prioriser. Nous, on a priorisé 5 chaînes de valeur sectorielles sur lesquelles on va s'attarder en premier. Donc, la priorisation est importante. Et enfin, miser sur vos atouts. On a tous des atouts pour donner une impulsion puis un coup de main pour accélérer la circularité. À Montréal, par exemple, il y a l'économie sociale qui est très présente, très fort sur notre territoire. Il y a tout ce qui est le milieu de la recherche. Il y a tout ce qui est l'intelligence artificielle, le design, etc. Donc, ce sont tous des atouts sur lesquels on peut compter pour vraiment accélérer l'économie circulaire. Donc, c'est les activer. Donc, ça serait un peu les conseils que je donnerais. Je me sens comme une grande sage, là, mais que je donnerais à d'autres qui entreprennent la démarche. C'est super intéressant. Merci, Natacha. On dirait que donc, merci, Natacha. Puis, c'est super intéressant, je pense, pour tout le monde, effectivement. Et je me retourne maintenant vers Vincent. Donc, vous êtes en pleine période d'élaboration de la feuille de route. Est-ce que vous êtes déjà en mesure d'identifier un enjeu majeur que vous avez eu dans cette élaboration-là? Puis, quelles sont les solutions que vous avez envisagées pour cet enjeu-là? Je partagerai un enjeu important qu'on a eu avec le portrait, dans le fond. Un contexte, comme je vous l'expliquais, de temporalité, il y a une pression et on a quand même été en mesure de pré-mobiliser, dans le fond, les MRC, de faire des tournées, aller chercher de l'information et on s'est rendu compte qu'il y a un équilibre qualitatif-quantitatif pour aller chercher de la pertinence. Donc, on parlait de mobilisation, que tout le monde se sente interpellé, donc d'aller chercher ces opinions-là, ces perspectives, les opinions du milieu, puis après ça, de pouvoir l'appuyer sur du quantitatif.
Ce qui nous a amené à, oui, faire un sondage, mais aussi se rendre compte que aller chercher de l'information, de l'opinion directement des entreprises, c'est difficile. Elles sont très, très sollicitées. Et ça nous a amené à être créatifs, en fait, et de se retourner vers d'autres sources de données. Par exemple, le Québec Net Positif, un baromètre de la transition, mais on a demandé de chercher les données régionalisées pour les Laurentides. La Fédération des chambres de commerce du Québec avait fait aussi un exercice de sondage auprès de ses membres. On a été chercher les données régionalisées, donc on a été fragmenté, chercher d'autres données pour essayer d'aller en chercher des informations. C'est sûr que en termes de représentativité d'échantillons, c'était des fois des défis. Je parle à plein de personnes qui savent ce que ça veut dire. Mais aussi, on a utilisé des anciennes données de projet qu'on a aussi remis de l'avant. Donc, essayer d'avoir un portefeuille puis des perspectives très diversifiées et riches. Ça a été l'approche qu'on a eue. Puis, je pense on se rend compte qu'il y a plus de données, en fait, disponibles. C'est pas obligé, on n'a pas juste besoin d'être nous, notre propre démarche. Dans le fond, c'est un sondage qui a été très bien porté qui a été transmis par tous les partenaires. Donc, il y a quand même eu un succès, puis des données que nous, on a formalisées aussi. Donc, les questions qu'on choisit, c'est pertinent, c'est un levier vraiment important. Mais je pense qu'il faut être créatif pour éviter d'être redondant, parce que ça aussi, c'est un mot qui fait écho dans la région, c'est-à-dire, est-ce qu'on est redondant avec d'autres acteurs, d'autres actions? Moi, je pense que ça s'est présenté à nous, puis ça a été des solutions auxquelles on est fiers, puis on est arrivé avec un résultat dont je pense que les conclusions nous permettent d'aller plus loin, puis d'entamer cette phase-là pour la feuille de route, puis l'identification des actions. Merci. Merci, Vincent. C'est super intéressant, toute cette discussion-là, mais on a chacun nos feuilles de route, hein, c'est ce qu'on se rend compte. Là, la question qui vient peut-être instantanément, c'est de dire comment on pourrait mettre tout ça ensemble. Comment créer les arrimages pour s'assurer que ces feuilles de route-là ne soient pas en silo. Bon. Je me retourne peut-être vers vous, Marlibel, pour la prochaine question à cet égard-là. Donc, la feuille de route du réseau de recherche en économie circulaire a comme ambition là, d'impliquer l'ensemble des sociétés québécoises. Donc, comment on pourrait imaginer, quels seraient les mécanismes en fait potentiels qu'on pourrait imaginer pour qu'on puisse éventuellement arrimer toutes ces feuilles de route-là puis s'assurer qu'elles ne soient pas finalement en parallèle les unes des autres? Oui, je pense que c'est une démarche qui a été toujours ouverte à tout le monde depuis le début de notre processus. Intuitivement, on pourrait comme envisager la possibilité d'impliquer à cette étape-là, qu'on est dans l'étape 3 déjà du processus, la possibilité d'impliquer les spécialistes porteurs des autres projets de feuilles de route dans nos comités de spécialistes pour nous assurer d'une co-construction de la trajectoire de cette transition. Si on a des personnes de la feuille de route de Montréal, de Laurentides, de Montérégie, de tous les feuilles de route dans nos comités, c'est sûr que les jalons qui vont sortir dans le cadre de ces rencontres vont trouver le chemin ensemble pour toute la société québécoise. D'autre façon, qu'est-ce que je vois, ou à l'inverse, un autre mécanisme, c'est comme que les projets de feuilles de route qui sont en cours d'élaboration ou qui sont déjà faits rapprochent constamment au réseau de recherche en économie circulaire pour prendre en compte l'avis des spécialistes, les documents qui sont toujours produits dans le cadre de notre feuille de route, mais aussi dans le cadre de tous les projets du réseau de recherche en économie circulaire afin de bonifier leur propre démarche. Je le vois comme ça, comme dans les deux voies. Et une dernière chose que c'est très important, c'est une communication ouverte, mais aussi un échange continu par tous les voies. Ce n'est pas un échange unidirectionnel, sinon un échange qu'on s'assure de la communication entre les porteurs de feuilles de route. Oui, super intéressant, Marlibel, effectivement. Et je pense que le but de la rencontre aujourd'hui, c'est déjà ça, de pouvoir au moins créer des connexions entre nous. C'est important d'avoir une représentativité territoriale ou régionale de la feuille de route, mais en même temps d'avoir des connexions entre les différentes feuilles de route. Donc, c'est intéressant les mécanismes, Marlibel, que vous nous proposez. Prochaine question que j'ai, puis là, je rouvre la discussion à tout le monde. Donc, autant Natacha, Marlibel, Emmanuel que Charles-Éric et Vincent. On parle depuis le début, et vous l'avez bien mentionné, Vincent, le fait d'aller chercher de l'information auprès des parties prenantes, d'impliquer les parties prenantes. J'aimerais vous entendre là-dessus, comment vous avez fait cette démarche-là. Bon, et vous, comment vous l'envisagez, cette démarche-là, d'impliquer les parties prenantes?
Tiens, je vais commencer par Natacha. Donc, comment vous avez fait ce travail-là d'implication des parties prenantes? Oui, ben nous, comme je le disais, je le mentionnais un peu dans mon allocution du départ, on a vraiment impliqué l'ensemble des partenaires dans la co-construction, dans le fond, de la feuille de route. Au départ, quand on a fait le portrait de la situation, on avait plusieurs comités qui rassemblaient des partenaires des différents milieux, que ce soit académique, etc., ou le milieu des affaires, les entreprises directement, etc. Puis ça, c'est vraiment venu à son apogée dans le cadre de la consultation sur la feuille de route en économie circulaire. Je pense que la consultation, c'est qu'on avait déjà pris le pouls du milieu. Nous, on a dit, bon, ben voici ce que nous, on pense que vous nous avez dit, puis qu'on pense qu'on doit prioriser. Fait que ça, c'est notre projet de feuille de route. Puis je pense que la consultation nous a vraiment permis de voir si on était sur la bonne voie, puis si on avait bien compris l'ensemble. Et puis là, ça ouvrait vraiment la discussion à l'ensemble des parties prenantes qu'on n'avait peut-être pas encore sollicitées. Fait que nous, ça a été vraiment ça qui est vraiment venu consolider toute la consultation, qu'elle soit interne ou externe. Mais comme je l'expliquais, c'est un processus en continu. On est en train de travailler sur notre rapport sur les cadres de la circularité. On avait un comité aviseur encore là avec des gens de l'écosystème qui pouvaient venir nous dire, ben oui, ça fait du sens ce que vous dites, ce que vous êtes en train de réaliser. Puis je pense que ça va être la même chose pour aller plus loin. Il va falloir aussi, dans le cadre du plan d'action, impliquer les parties prenantes pour que chacun réalise des actions parce qu'on a chacun notre rôle à jouer. Nous, la Ville, on a peut-être un rôle dans la réglementation. On peut accélérer avec certains leviers comme l'approvisionnement, etc., notre pouvoir d'influence. Mais après ça, tu as les entreprises qui peuvent aussi, les grands donneurs d'ordre, les institutions, etc., qui ont aussi un rôle à jouer, les différents paliers gouvernementaux qui ont un rôle à jouer. Donc, ça va être un peu ça dans la mise en œuvre, l'application, qu'on va continuer notre travail avec les parties prenantes. Mais je dirais qu'il faut vraiment que ça soit un processus en continu. Le canal de communication est perpétuellement ouvert. Je vois plusieurs personnes dans la salle avec qui je parle régulièrement. Donc, l'objectif est vraiment de continuer à s'améliorer et à aller plus loin parce qu'on parlait tantôt, là, on mentionnait qu'on n'avait pas vraiment le luxe de se dédoubler ou de faire les choses deux fois ou en concomitance. Il faut vraiment travailler plutôt à aller plus loin puis à bâtir les uns sur les autres. Merci beaucoup, Natacha. Vincent, c'est un peu différent de votre côté, hein, avec le découpage régional. Comment vous avez relevé le défi puis comment vous avez intégré les parties prenantes finalement dans votre démarche? Je pense qu'il y a 3 volets. Au début, ça a été des tournées très spécifiques par MRC, dans le fond, de rencontrer chacune des MRC, de comprendre c'est quoi leur vision, leurs intérêts, c'est quoi l'ancrage spécifique pour chacune d'elles. Un autre mécanisme qui est, je pense, très puissant, c'est un comité opérationnel qui a été poussé par le MEIE, c'est-à-dire un représentant de chacune des MRC du côté environnement et développement économique à notre demande. Et ce comité-là, c'est notre comité de référence pour l'activation régionale. Donc, on est certain qu'on a un levier, il y a une responsabilité commune de cet avancement-là de la feuille de route. Dans le fond, c'est pas la responsabilité de Synergie de la porter les actions et d'après ça arriver à une reddition de compte à la fin de cet impact-là. C'est une responsabilité régionale distribuée. Ce comité-là l'incarne. L'autre volet, en termes de mobilisation, on est dans une phase pour la réflexion sur la feuille de route, mais on fait des journées ateliers thématiques. Par exemple, on a une journée la semaine passée sur le réemploi. On a rassemblé 70 personnes de l'écosystème du réemploi. Dans le fond, les municipalités, les MRC, des organismes régionaux, des ressourceries de tout genre, les écocentres. On les a tous rassemblés autour d'une table et plusieurs tables en fait, parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Et puis on essaie de faire sortir les solutions. Dans le fond, faire cheminer tout le monde, puis aller chercher des idées de projets qui viennent du milieu, avec des porteurs de projets qui viennent du milieu. Même chose avec l'écosystème du tourisme, avec Manufacturier demain matin. Après ça, tout l'écosystème d'entrepreneuriat, d'innovation, on en a ciblé. Puis on a rassemblé en sous-comité. On suit la méthodologie de Recyc Québec, la trousse. Et c'est ces sous-comités techniques-là qui sont vraiment formés des gens du milieu, puis on veut que les solutions viennent d'eux, dans le fond. Nous, on est juste c'est pas des projets Synergie, c'est des projets pour l'écosystème. Synergie, on est juste mandataire. Dans le fond, on coordonne le déploiement de cette entente-là. C'est la posture qu'on maintient, puis le fil narratif, puis je pense que c'est important. C'est-à-dire, c'est pas nos projets
à Synergie, c'est les projets des Laurentides, puis c'est comme ça qu'on le communique. Fait que c'est nos axes de mobilisation, le principaux. Éric, vous êtes en idéation. Vous avez commencé, je pense, déjà un petit peu les consultations avec les parties prenantes. Comment ça se passe de votre côté? Ça se passe étonnamment très, très bien. En fait, 100% des gens veulent adhérer à la démarche et veulent y contribuer. Partant de ça, au départ, on a dressé une liste. Essentiellement, on a dit, bon, on a à peu près une quinzaine de partenaires qu'on dit, eux, il faut absolument les rencontrer. Mais là, bon, tu rencontres une personne, elle dit, elle te fait réfléchir à nous, on a fait ça. Donc là, tu dis, ah oui, ben, nous, on va l'ajouter dans la liste. Fait que finalement, de fil en aiguille, tu fais une dizaine de rencontres, puis au bout de la ligne, il y a une dizaine de partenaires qui s'ajoutent. Fait que finalement, tu te retrouves à ta liste de départ de 15, tu en as rencontré comme une trentaine. Donc, ça, c'est la prémisse. Donc, ça a été super positif. C'est sûr que ça demande une grande énergie en termes de ressources aussi, on l'a vu. Ça demande des ajustements aussi parce que au début, on avait un plan de match, mais finalement, tu te rends compte que là, il faut que tu amasses des données aussi, il faut que tu rencontres le plus de gens, il faut que tu parles de la stratégie. Fait que ça, c'est quand même un investissement en temps. L'approche qu'on a déjà utilisée aussi et qui fonctionne vraiment super bien, c'est de cibler autour d'un groupe de travail des gens qui sont mobilisés, qui sont fédérateurs puis qui représentent des têtes de réseau, en fait, essentiellement. Donc, nous, on est capable, parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas aller travailler avec 300-400 personnes. Donc, il y a certains organismes qui représentent déjà d'autres organismes et qui connaissent bien les réalités aussi de ces milieux-là et donc qui peuvent à la fois rapporter de l'information, la valider, amener de l'eau au moulin, mais aussi agir comme agent de diffusion aussi de l'information. Ça, c'est le deuxième élément. Puis le troisième élément, j'ajouterais, c'est sûr qu'une communauté métropolitaine, ça parle par son conseil. Donc, c'est certain que ça prend des élus, puis on l'a dit à plusieurs reprises, ça prend des élus motivés, ça prend des élus inspirants aussi, ça prend des élus qui ont le goût de s'investir aussi dans une stratégie, sachant aussi qu'il faut que ça avance quand même à un certain rythme, qui ont des attentes aussi, c'est positif, là, mais ça demande aussi un investissement à temps de la part de toute l'organisation aussi. Fait que c'est ça aussi le défi auquel on fait face, mais qui en même temps est tellement mobilisant pour une équipe de travail. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, merci. Marley-Belle, le défi est un peu différent pour le réseau de recherche en économie circulaire avec une vision plutôt trans-québécoise ou en tout cas pas québécoise. De façon très succincte, comment ça s'est passé, l'implication des parties prenantes dans cette feuille de route? Oui, c'est comme l'integración de parties prenantes dans ce projet est différente à chaque étape, mais dans l'étape 1, nous avons como identifié un certain nombre de spécialistes de l'économie circulaire et nous les avons invités à des sessions de discussion et à un comité de consultation afin d'enrichir le diagnostic prospectif et l'escenario futur, deux objectifs très concrets. Une quarantaine de spécialistes ont participé dans cette partie. Dans la deuxième étape, nous avons principalement utilisé les canaux de communication du réseau et de certaines organisations qui ont apporté como leur soutien pour inviter la société à participer à l'un des 25 ateliers d'exploration du futur ou des ateliers de vision, comme pour les appeler aussi. Et on a réussi à avoir la participation de 253 personnes de partout le Québec. Et finalement, dans cette étape, que c'est la troisième, nous avons invité plusieurs spécialistes de thèmes ou de différents sujets qui sont représentés dans la vision collective qu'on a déjà rédigée. Et 50 d'entre eux nous ont répondu positivement pour rejoindre les comités qui vont nous permettre d'identifier les jalons qui formeront les chemins autour de la production, la culture et la gouvernance qui sont souhaités dans cette transition circulaire. Merci Marie-Belle. Donc, on a vu quand même pas mal de choses intéressantes et aussi contextualisées dans la façon dont vous avez impliqué les différentes parties prenantes dans votre processus. Maintenant, la prochaine question qu'on peut se poser, c'est bien beau tout ça, mais comment on met en œuvre cette fameuse feuille de route-là et quels seraient les mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour assurer effectivement la mise en œuvre de cette feuille de route-là? J'ai le goût de poser la question à Emmanuel, qu'on n'a pas entendu beaucoup jusqu'à maintenant. Donc, Emmanuel, est-ce qu'on peut vous poser cette question? Mais en fait, je pense que j'espère que pour la traduction, j'espère que ça suffit parce que ça va fonctionner parce que j'ai pas vraiment de micro. Donc, pour la mise en
en œuvre, en fait, pour la mise en œuvre du réseau, je vous cacherai pas que c'est compliqué parce que on est un organisme qui a un financement à durée limitée, donc et on essaie de se projeter pour jusqu'en 2026 et on essaie de se projeter jusqu'en 2050. Donc vous comprendrez qu'il manque à peu près 25 ans, 24 ans. Donc ça reste encore un point d'interrogation important. Mais ce qu'on essaie de faire, ce qu'on essaie de réaliser, c'est d'engager, comme Marie-Libelle le disait, suffisamment de parties prenantes et puis de travailler en conjonction pour que, même si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, le réseau n'existe plus, ce qu'on ne souhaite pas, il y a suffisamment que certaines de ces thématiques soient reprises au niveau municipal ou au niveau régional ou par différents groupes, parce que on a eu une feuille de route, comme Marie-Belle le disait, qui est beaucoup plus holistique, beaucoup moins ciblée, parce qu'on est un organisme de recherche. Donc, on a cette vision beaucoup plus holistique autour de la consommation responsable, autour de la production responsable, autour de la production circulaire. Donc, et notre but, c'est vraiment effectivement de mobiliser à la fois la capacité et les connaissances des chercheuses et des chercheurs et des experts et des expertes, et aussi mobiliser ces connaissances qui sont des connaissances scientifiques ou quasi scientifiques, des connaissances qui sont soit le résultat de l'expérience, soit le résultat des recherches, avec des aspirations et parfois des tendances émergentes qui nous paraissent un peu abracadabrantes parfois, mais qui reflètent des aspirations de groupes qui ne sont pas forcément consultés habituellement. Donc là, je voulais mettre l'accent là-dessus parce que c'est la démarche du réseau, c'est une démarche qui est vraiment complémentaire aux exercices de modélisation habituels qui sont menés par des groupes d'experts très limités à partir de données très agrégées. Donc et puis avec différents types de modélisation, différents types de simulation, nous on fait un travail de synthèse et puis on crunch de la donnée pour parler, mais on crunch de la donnée et quantitative et qualitative aussi, à partir justement de ce mélange de données. On est un petit peu à mi-chemin entre Margaret Atwood et puis l'Institut économique Trottier, l'Institut des perspectives environnementales ou de perspectives énergétiques canadiennes de l'Institut Trottier. Donc on a un petit peu imaginé la conversation entre Margaret Atwood et puis des projections qui sont très basées sur la modélisation. Ben, c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu, à la fois un effort d'imagination et un effort d'imagination disciplinée et rigoureuse. Voilà. Une sorte d'oxymore. Merci, Manuel. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter à cette mise en œuvre ou la pérennisation des feuilles de route de votre côté? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont envisagés pour assurer cette pérennité dans le temps? Natacha, de votre côté, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez mis en œuvre pour assurer cette pérennité de la feuille de route? Ben nous, la feuille de route qui va être adoptée va être une feuille de route 2024-2030. Il va y avoir des plans d'action qu'on va avoir triennaux. Donc, ils vont s'assurer justement de tenir en compte tout ce qui est l'évolution de l'intégration de l'économie circulaire, soit à la ville ou dans le cadre de la collectivité, etc. Donc, nous, ça va être vraiment la mise en œuvre va vraiment être mise en place avec ces plans d'action triennaux-là où ce qui va avoir des mécanismes justement pour s'assurer de la réalisation, du suivi, de la reddition de compte de ce qui se fait, puis d'aller plus loin. Pour la suite, ben c'est rare qu'on fait des plans. Pour ce qui est de l'intégration, par exemple, on a essayé de l'intégrer dans différents exercices municipaux, de plans municipaux. Il y a un prochain plan d'urbanisme et de mobilité 2050 qui s'en vient à la ville de Montréal, par exemple. Donc, on a réussi... Bien là, on verra dans le plan final, mais pour l'instant, on a intégré l'économie circulaire dans le cadre de ces exercices municipaux-là qui sont à plus long terme pour s'assurer justement qu'on puisse tenir compte de ces principes dans le cadre du développement de la ville. Donc, c'est vraiment de venir l'intégrer dans les autres plans d'action aussi municipaux qui sont parfois plus long terme et qui ont souvent des valeurs juridiques pour s'assurer que ça va être bien réalisé. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a procédé, là, je dirais, pour l'intégration de la circularité puis s'assurer de sa mise en œuvre et de son déploiement là, au fil des années. Merci, merci Natacha. Le temps file, l'heure est presque déjà terminée. Donc, il y a quelques minutes qui nous restent. J'ai le goût de vous poser une dernière et ultime question.
Et ce serait tout simplement quel est votre plus grand souhait que vous auriez envers la démarche que vous menez actuellement. Donc, je commencerai par vous, cher Eric. Bon, mon plus grand ça serait qu'elle soit adoptée, en fait, par le conseil. Mais je rebondis un peu sur la question précédente. Dans le fond, comment on fait pour s'assurer d'une pérennité aussi, puis ça va faire partie du défi qu'on aura. Ce qu'on nous a suggéré quand même, c'est d'avoir certains organismes, que ce soit gouvernementaux ou en matière d'investissement, parce que l'investissement, c'est le nerf de la guerre. Donc, ce qu'on nous a suggéré, c'est qu'on pourrait avoir ces organismes-là autour de la tête dans une espèce de comité de travail où on aurait tous les partenaires du milieu. Ça ne garantit pas le fait que l'argent serait associé, par exemple, à la mise en œuvre. Par contre, ça permet de sensibiliser, ça permet d'informer aussi. Puis après ça, ben, c'est plus facile quand on vient le temps de la mettre en œuvre. Donc, c'est certain que d'avoir une stratégie pour la région de Québec qui soit mobilisante, qui soit fédératrice, puis qui soit porté par l'ensemble des partenaires du milieu aussi dans la région. Ce serait ça mon souhait, je dirais, avant la fin de l'année 2024. C'est toi mon souhait, effectivement. Vincent? Je pense que c'est évidemment la pérennisation de cette démarche-là, dans le fond, ce que je nous souhaite. Puis il y a des mots-clés très, très évidents, là, le leadership. On est dans une posture de leadership comme organisme, comme c'est une démarche qui est décentralisée, mais il faut maintenir cette posture de leadership-là pour que la région veuille prolonger, donc renouveler cette entente sectorielle-là. Il nous reste 1 an et demi pour trouver l'équilibre entre avoir une feuille de route et des projets qui vont être réalisés qui sont à la fois structurants, parce qu'on sait que l'économie circulaire, c'est des changements structuraux fondamentaux qu'il faut faire, mais il faut avoir aussi un impact à court terme pour que les MRC partenaires, ils voient les résultats, ce retour sur investissement-là. Donc, il faut vraiment trouver cet équilibre-là. Mais je suis très confiant dans l'allure où on va présentement, d'aller chercher avec un renouvellement de cette entente sectorielle-là, aller chercher les MRC restantes pour avoir une région complètement, on en a 5 sur 8, d'arriver à 8 sur 8, puis d'avoir un deuxième élan, dans le fond, dans cette démarche-là. Mais un équilibre, action, planification, pertinence, il faut trouver cet ajustement-là avec 1 an et demi de réalisation. Un bon défi. On vous le souhaite, en tout cas. Natacha? Oui, ben nous, à plus court terme, ça serait naturellement l'adhésion de l'ensemble, je dirais, de l'appareil municipal, de tous mes collègues de la fonction publique à la feuille de route qu'on va proposer dans le cadre du plan d'action pour vraiment que ça percole. Il y aurait aussi tout ce qui est l'adhésion de la collectivité, des membres de l'écosystème, mais ça, on est quand même chanceux à Montréal. Ils vont encore plus vite que nous, ils sont déjà là, puis c'est eux qui nous poussent, mais que ça se poursuive. Puis je dirais, à plus long terme, par rapport à l'économie circulaire, ce que je dirais, c'est que ça devienne davantage une intention, un mouvement de société que le leadership de quelques-uns, l'économie circulaire. Donc, quand ça va être vraiment démocratisé au sein de l'ensemble des activités et de l'économie, qui est ce changement vraiment de système économique, ben c'est vraiment là que je pourrais dire que mission accomplie. On prend sa retraite. Marlibel et Emmanuel? Oui, merci. Je pense, ma réponse est como très alignée avec la vôtre, parce que je pense aussi à deux mots, c'est la pérennité, mais aussi l'adhésion. Je crois que l'un de nos plus grands souhaits est qu'une fois la feuille de route définie de la démarche du réseau, les parties prenantes qui seront invitées à agir en cours de route disposent de la volonté, mais aussi de l'énergie et de la capacité à mettre en œuvre la construction d'une vision circulaire collective pour le Québec. Oui, Emmanuel, vas-y. Si je peux ajouter 2 mots, en fait, c'est en lien avec ce que vous venez de dire. C'est ce que Natacha en particulier et Marlibel viennent de dire, c'est imagination. C'est-à-dire on est face à des défis qui peuvent nous emmener à l'éco-anxiété très facilement. Et je pense qu'on a besoin, il faut pas se faire d'illusions, l'économie circulaire on parle beaucoup économie et société circulaire. Donc là, ça va au-delà d'un seul plan autour d'une seule dimension. Je pense que c'est un des projets qui a le potentiel de créer mobilisation et adhésion
avec un imaginaire, pas la création d'un imaginaire et de perspectives qui dépassent ces nuages très, très lourds et très, très gris qui sont les nuages qui caractérisent notre panorama des nouvelles au quotidien. Voilà, c'est un petit peu ça. Merci, Manuel. Et c'est tout, hein? Ça met déjà un terme à notre rencontre aujourd'hui, à notre panel. Donc, mais merci beaucoup d'avoir été présent. J'espère que ces échanges-là auront été pertinents et intéressants pour tous en présentiel et en ligne. Donc, pour ceux qui veulent poursuivre la discussion, bien évidemment, nos panélistes vont être disponibles. Vous pouvez prendre contact aussi directement avec eux pour poursuivre la discussion. On vous invite à le faire. Donc, maintenant, pour ceux qui sont en ligne, on va vous présenter donc une session du WCEF, donc Repenser nos futurs, qui s'est tenue, une session qui s'est tenue plus tôt en ce moment, aujourd'hui à Bruxelles. Et pour ceux qui sont en présentiel, bien, on aura un cocktail réseautage, donc on vous invite évidemment à rester parmi nous. Et donc, on vous invite à rester à l'affût des prochains événements du réseau de recherche en économie circulaire du Québec, donc sur le RAECQ.ca. Et donc, je termine en vous remerciant vraiment chaleureusement et de votre générosité et de la qualité des échanges. Merci Marlibel, merci Manuel, Natacha, Vincent et Charles-Éric. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir.